table ronde. Alors pendant la table ronde, on a parlé de capturer le CO2 dans l'eau. Ça me rappelait, moi, une start-up qu'on a vue au CES, une start-up française qui s'appelle Airlum. Et Airlum permet de capter le CO2 de l'air dans une sorte de matériau spongieux, une sorte d'éponge. Et ensuite, en faisant passer de l'hydrogène dans cette éponge, on permet d'avoir du e-méthanol, donc du carburant. Et donc cette start-up est incubée chez CMA CGM. C'est brillant. C'est vu aussi au CES. Il n'y a pas que des couches connectées au CES. Non. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre phase de spotlight et on va commencer avec Gustavo Boriolo et Benoît Gufflet qui sont tous les deux chefs de projet innovation au sein du groupe Bouygues. Gustavo est titulaire d'un doctorat en ingénierie des ponts et chaussées et se concentre principalement sur des projets liés à la transition énergétique et aux technologies climatiques. Benoît, lui, est diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC Paris et est reconnu pour son expertise en innovation urbaine. En 2020, il a cofondé Cross the Blocks, une expédition d'apprentissage sur les villes intelligentes dans 7 métropoles, au moment du Covid, donc il y avait des petits soucis, qui a abouti à la publication d'un livre, d'un rapport que vous pouvez trouver en librairie, Learning Cities, en 2021. Benoît, Gustavo, c'est à vous. Merci Christophe, bonjour à tous. Ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est la suite, aux différents projets qu'on a conçus au sein d'une démarche qu'on appelait repenser les infrastructures de demain à la direction de l'innovation du groupe Bouygues. Donc c'est une démarche qui a commencé il y a à peu près 2 ans déjà, où le démarrage, c'était on a imaginé en 2040, donc avec tous les aléas climatiques, toutes les difficultés sous les différents enjeux climatiques qu'on va avoir d'ici 2040, ça veut dire quoi repenser les infrastructures de demain et ça va être quoi consommer de l'énergie, ça va être quoi nos villes, nos territoires urbains en 2040. Donc un premier projet qu'on a pu présenter l'année dernière à ceux qui ont été sur notre stand à Vivatech. Vous avez sûrement vu cette présentation. C'était un premier projet où on a repensé donc notre façon de consommer l'énergie, notre relation avec l'énergie. Donc c'est un projet qu'on appelait Green Power Hub, c'était la conception d'un hub énergétique où on a repensé les infrastructures de façon à que toute infrastructure dans les milieux urbains puisse produire, stocker et partager l'énergie. Donc ce qu'on a présenté, c'était un démonstrateur, un premier démonstrateur qui rassemble toutes ces infrastructures-là, mettant en avant, ce que Marie-Luce a rappelé au début de la matinée, les rôles du groupe Bouygues comme assembleur et intégrateur des différentes solutions. La suite de ces projets, c'était de réfléchir que l'énergie, c'est une thématique importante, mais il ne suffit pas que parler d'énergie, surtout quand on parle du milieu urbain et de tout ce qui se passe dans nos villes. Donc la suite du projet l'année dernière, et qui est encore en cours cette année, c'est d'intégrer de la même façon qu'on a fait sur cette façon des hubs énergétiques, les différents autres enjeux de la ville, donc l'eau, la biodiversité et les vivre ensemble. Merci Gustavo. En effet, l'idée en fait de ce travail transversal en fait à l'échelle du groupe, c'est de se dire que finalement on a commencé notre réflexion sur l'énergie au service de la ville et en fait d'essayer de dépasser juste la question énergétique, de réfléchir à ces enjeux, l'eau, la biodiversité, le vivre ensemble, en plus du coup de ce focus énergétique, pour surtout répondre aux défis des villes de demain. Si je pouvais citer là Bertrand Piccard, il nous dirait que d'ici 2050, il va falloir construire à peu près une ville équivalente à la taille de Manhattan tous les 4 mois. Donc c'est un défi colossal. C'est un défi aussi qui part d'un point de départ où on se dit que 75% des émissions de gaz à effet de serre, elles sont dans les villes. Et donc, quand on prend ces enjeux-là, on se rend compte que nous, dans notre démarche, on a essayé du coup d'élargir le scope en fait, de l'ensemble des défis qu'on allait essayer de creuser avec ce groupe de travail pour déjà répondre à un premier défi qui est celui des crises qui vont s'accélérer, qui vont devenir de plus en plus récurrentes. Jérôme Stubler en parlait en introduction. C'est des défis massifs, du coup, de plus en plus d'inondations, de pics de chaleur, des situations de catastrophes naturelles qu'il va falloir anticiper dans notre façon de vivre la ville.
Donc c'était un premier point de départ pour penser du coup les villes comme des espaces résilients face à ces situations, et surtout des espaces résilients en termes d'urbanisme et de planification urbaine. Pourquoi? C'est que quand on dit qu'il faut construire du coup une ville de la taille de Manhattan tous les 4 mois, il faut aussi prendre en compte du coup qu'il y a déjà des villes qui sont existantes et qu'il va falloir du coup réhabiliter, retransformer petit à petit. Et du coup, ça implique de changer notre manière de penser notre lien avec la planification urbaine, de repenser aussi notre lien avec la mobilité, intégrer des solutions de mobilité douce. Ça veut dire aussi de créer des hubs de mobilité à l'écart du coup de certains quartiers. Et puis surtout, quand on parle du coup de différents quartiers, ça veut dire qu'il faut créer du lien social entre différentes situations géographiques locales dans la ville, et du coup créer du coup un enjeu de gouvernance et de mixité sociale pour du coup répondre aux défis de la ville de demain, pas sous un angle du coup unique pour une population spécifique, mais avoir du coup un enjeu transversal pour l'ensemble de la société. Tout ça, on a pu le résumer du coup dans une nouvelle démarche qu'on titre comme ça aujourd'hui, l'idée de branches urbaines, des villes vivantes, des living avenues. Finalement, c'est se dire que petit à petit, on va rentrer dans une démarche du coup de transformation de l'espace urbain qui ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus où du coup, il va falloir que les solutions qu'on intègre petit à petit dans l'espace urbain, qu'elles soient sur l'eau, la biodiversité, le vivre ensemble ou l'énergie, elles vont devoir s'adapter au fur et à mesure du temps et du coup rentrer dans une dynamique évolutive dans l'espace urbain. Et du coup, ça va impliquer du coup, de repenser aussi notre rapport au territoire, au sol. Ça a été une des grosses conclusions finalement de notre groupe de travail avec l'ensemble des filiales du groupe, c'était de dire qu'il fallait qu'on rechange notre manière de travailler avec le sol et aussi avec le sous-sol. On en parlait beaucoup ce matin aussi sur la question de l'énergie. C'est aussi repenser notre rapport au cycle de l'eau, au cycle de la biodiversité aussi, et en fait remettre du coup cet élément naturel, notre rapport au vivant, au cœur de l'espace urbain, dans notre vie de tous les jours. Et puis bien sûr, renforcer les liens humains au milieu de toutes ces réflexions-là, de se dire que finalement, on fait tout ça pour pouvoir habiter la ville de demain, pour pouvoir garder finalement un corps qui peut vivre à 37 degrés dans l'espace urbain, et en créant aussi du lien social dans ce milieu-là. Tout ça, on l'a fait, comme je le disais précédemment, en créant un groupe de travail transverse avec des représentants de l'ensemble des filiales du groupe. Du coup, on avait même TF1 qui était impliqué dans cette démarche pour nous aider à réfléchir du coup à ce futur de la ville de demain. On faisait ça aussi accompagné par Jean-Marc Schivot, qui est dans la salle, un architecte qui nous a aidé aussi à travailler sur des esquisses et en fait à mettre en récit les réflexions qu'on avait et en intégrant les solutions qu'on identifiait. Tout ça pour casser les silos au sein de l'espace urbain. Et donc on a pu petit à petit, grâce aussi au travail essentiel de Sitani Richard, qui est aussi présente, du coup identifier les solutions, les best-in-class solutions déjà existantes au sein du groupe. Par exemple, du coup, sur la question du vivre ensemble, on a pu du coup se rendre compte qu'il y avait déjà aussi beaucoup de choses, notamment chez Colas, sur chez Colas, Séquence, Bouygues Immobilier, tous sans les nommer, voilà. L'idée, c'est de se dire qu'on avait déjà des solutions pour recréer de la mixité sociale dans l'espace urbain sur ce focus vivre ensemble. Voilà, donc les mêmes exercices sur chacun de nouveaux volets qu'on a pu évoquer, donc l'énergie, l'eau, la biodiversité, de façon à montrer en fait de redessiner, on va dire, ce démonstrateur des différentes solutions déjà existantes dans les groupes, mais dans sa globalité. Donc de dire comment ces solutions peuvent marcher ensemble. Donc là, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive de solutions, c'est juste quelques exemples de ce qu'on a pu identifier. Par exemple, sur l'énergie, des solutions qui vont de l'installation des panneaux photovoltaïques dans les façades et dans les toitures, comme Wattway, ou les solutions que nous a mentionné Jérôme, comme Athèse, ou même les fermes solaires faites par Equans du point de vue énergétique. Même exercice du coup sur la question de l'eau, où là par exemple on a pu du coup faire remonter aussi un projet qui est en cours avec Colas au port de Marseille. C'est une solution qui s'appelle Source Urbaine, où on va du coup récupérer l'eau de pluie pour pouvoir recréer des îlots de biodiversité dans l'espace urbain. Et du coup on se rend compte que là il y a un lien naturel entre notre réflexion sur le cycle de l'eau, sur notre réflexion par rapport au sol et aussi à la question de la biodiversité. Et du coup c'est des choses qu'on voit clairement.
Et pareil, donc, sur la biodiversité, différents projets et surtout différentes démarches déjà mises en place dans les différents projets du groupe Bouygues qui met en place, qui répensent la place de la biodiversité, comme par exemple la démarche des Bouygues Jardin Signature, qui c'est de concevoir un socle commun à partir des principes bien définis pour replacer la biodiversité et recréer des jardins qui redonnent la nature, enfin qui remettent la nature à leur place d'origine. Et en rassemblant tous ces différents types de solutions, donc on a fait un compilé initial qui, pour l'instant, ne prétend pas être exhaustif, même si c'était déjà un très grand boulot pour rassembler toutes ces solutions. On a identifié plus de 120 solutions aujourd'hui présentes dans les différentes filiales du groupe Bouygues, qui, mises ensemble, permettent de répondre à la globalité de ces enjeux qu'on a identifiés dans la ville. Et bien sûr, ceci n'est qu'un teaser pour vous, parce que voilà, on a bien beaucoup parlé de la démarche, mais on n'a pas pu rentrer en détail de ces solutions. Donc, on vous invite, on vous donne rendez-vous à Vivatech cette année, au mois de juin, où vous allez pouvoir voir ces différentes solutions, quelques-unes de ces solutions, en détail, présentes sur les stands de notre groupe, et avec grand plaisir pour continuer à discuter avec chacun d'entre vous sur cette démarche et comment donner suite à ces projets. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Gustavo. Vous avez toujours le Q&A, le petit QR code pour pouvoir mettre vos questions. Il y aura une séquence de questions-réponses communes à la fin pour les quatre intervenants. Nous allons maintenant accueillir Timothée Boitouzet. Alors, Timothée est un jeune entrepreneur français, fondateur de Woodoo. Il est architecte de formation, l'école d'architecture de Versailles, mais il a également fait l'université de Kyoto, le MIT, Harvard. Il n'a pas fait Polytechnique. En 2016, il crée donc Woodoo, une start-up qui développe du bois augmenté aux propriétés remarquables grâce aux nanotechnologies. Les travaux de Timothée lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le titre de jeune innovateur français de l'année en 2016 par le MIT Technology Review, avant d'être également lauréat du Build Better Challenge, vous savez, ce challenge mondial qui a été remis fin 2024, Microsoft, Capgemini, Bouygues, et il fait partie des 6 lauréats de ce challenge. C'est à toi, Timothée. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ce matin sur cette plateforme. Je tiens à commencer par remercier toutes les équipes du groupe Bouygues pour le travail qu'on a fait ensemble sur les 6 derniers mois, notamment Bouygues Bâtiment Industrie France. On a signé une LOI à Vivatech. On a remporté ensemble le Build Better Challenge sur le futur des data centers. On avance sur un gros off-take agreement ensemble. Donc un grand merci pour cette mobilisation et ce travail commun. Alors, comme mentionné par Christophe, moi, à l'origine, je suis un architecte. J'ai eu l'occasion de travailler à l'international, donc parmi les plus grands architectes du monde, donc Sana, SOM, Herzog et de Meuron. Vous voyez qu'ils sont tous spécialisés dans une typologie de matériaux bien définie. Le verre, le métal, le bois. J'ai travaillé sur chacun de ces projets en direct. Et en fait, au contact de ces bâtiments qui sont assez incroyables, moi j'ai réalisé que mon rêve, c'était vraiment de marcher sur les traces de ceux qui ont façonné la construction avec l'utilisation audacieuse de matériaux, des entrepreneurs comme Andrew Carnegie, Eiffel, Freycinet. C'est vraiment ça qui me faisait me lever tous les matins. Et donc j'ai entrepris de plonger dans la matière et d'aller réaliser en quoi est-ce que ces technologies de matériaux étaient intéressantes. Ici, on voit par exemple la pyramide des matériaux les plus émissifs en haut, qui sont les matériaux métalliques, aux matériaux les moins émissifs, qui sont les matériaux biosourcés. Et en se jetant dans la matière, on réalise que le bois, c'est un matériau de prédilection pour construire l'avenir, mais qu'il a certaines limites. Le bois, il a des contraintes mécaniques, ce n'est pas un matériau qui est très résistant. Il a une certaine périssabilité. Donc il fallait à ce moment-là finalement combiner la matière et l'intelligence que la nature a su développer au cours des siècles, voire des millénaires, des millions de millénaires, avec la technologie. À Harvard, voilà finalement la map à travers tous les départements qui m'ont permis d'aboutir aux prémices de cette technologie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, l'innovation, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui est
enzymatique. C'est un processus qui est vraiment multidisciplinaire. Et donc, à travers tous ces départements-ci, que ce soit Harvard ou MIT ou Wyss Institute, je suis allé chercher des caractéristiques très spécifiques de la matière. Encore une fois, dans un environnement comme celui-ci, ce qui est important, ce n'est pas le savoir, c'est l'accès au savoir. Quand on a une expérimentation scientifique qui ne marche pas, on marche 50 mètres, on va parler à un prix Nobel de chimie, et il prend 5 minutes et il nous explique pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est dans des contextes comme ça que l'innovation de rupture, elle naît. Alors, l'innovation que Woodoo développe, donc entreprise que j'ai fondée en 2017, c'est on prend du bois sous la forme de plaquage ou sous la forme de planche. Dans le bois, il y a 3 composants, de la cellulose, de la lignine, de l'hémicellulose. Et la lignine, c'est ce qui pose problème dans ce matériau, parce que c'est le ciment entre les fibres, mais ça pose beaucoup de contraintes. Donc on vient l'extraire partiellement et de manière sélective, sans détruire la microarchitecture du matériau. On remplit ce matériau avec un élément de remplissage, donc une résine ou différentes technologies de résine. On densifie la matière. Et là, on arrive à un matériau qui a des propriétés extraordinaires. Je vous laisse regarder la vidéo qui sera encore plus explicite. Donc voilà l'impact marché qu'on se propose d'avoir donc sur les systèmes poteau-poutre déjà en béton armé préfabriqué, les systèmes de façade en éléments métalliques. On est déjà en train de livrer nos premiers bâtiments donc à l'échelle en Suisse, donc on a plusieurs livraisons en cours. Et alors, une chose importante, là, on livre ces premiers bâtiments, mais ce qui va vraiment avoir un impact majeur sur l'industrie de la construction, c'est l'utilisation de ce matériau en application structurelle. Vous pouvez voir ici donc, la différence entre du béton armé C25 qu'on utilise dans les data centers et notre matériau à droite. Et encore une fois, ce qui est fondamental, c'est de développer une technologie dans un axe qui est better, cheaper, greener par rapport aux technologies qu'on remplace. En d'autres termes, on veut être en capacité de vendre même à des climato-sceptiques. Alors, pour le futur des data centers, en quoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que c'est quelque chose qui va permettre d'acquérir plus de business et d'aller plus vite? Il y a vraiment une course à la construction des data centers. On voit que c'est un marché qui est en énorme croissance. Le matériau qu'on propose, nous, à la différence d'autres matériaux bas carbone comme le ciment ou l'acier bas carbone, on a des facteurs d'échelle qui sont 30 fois inférieurs à ceux dont ils ont besoin pour arriver au cost parity, donc à quelque chose qui est au même prix ou moins cher que les matériaux qu'on remplace. Donc on a un time to market qui est vraiment très intéressant parce que nos seuils d'échelle de production, nous, ils sont relativement bas par rapport à ces autres matériaux. Construire plus sobre, on le voit notamment dans le cadre du Build Better Challenge avec Microsoft. Ils ont réussi à réduire de 6% l'empreinte carbone de leur groupe. Par contre, leur scope 3 a augmenté de 30% avec justement l'impact de l'IA et de la construction des data centers. Donc pour ces data centers, il faut construire plus vite, il faut construire moins cher, il faut construire décarboné. Comment est-ce qu'on construit plus vite avec cette technologie? On a un gain planning entre 4 et 8 semaines, ce qui est considérable. On a une mise en œuvre qui est 3 fois plus rapide puisque le matériau, lui, il est 7 fois plus résistant que du béton. Donc pour avoir des éléments qui ont la même résistance mécanique, on peut être plus fin. Et comme il est plus léger, on peut construire 2 étages à la fois plutôt que de lever une poutre ou un poteau avec une grue qui a une capacité de tonnage de 10 tonnes. Comment est-ce que ce matériau est moins cher? Encore une fois, ça c'est central. Même si nous, on se base sur le climat, in fine, n'importe quelle technologie qui va avoir un impact majeur sur le marché, elle doit être moins chère. Donc on est moins cher que le béton armé à une capacité de 10 000 m3 par an. On a une volatilité prix qui est 20 fois inférieure. Vous voyez la courbe à gauche. Le prix du peuplier, il n'a pas vraiment explosé au cours des 10 dernières années. C'est un bois de faible constitution, c'est un matériau pauvre. Il n'y a pas de pression très importante sur cette matière. Là où le béton, lui, up and down, il a eu des variations de prix de 37% sur les 10 dernières années.
On utilise du bois déprécié, du bois local, du bois à croissance rapide, donc qui stocke beaucoup de carbone. Et ça a un impact aussi majeur sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport au béton armé préfabriqué donc qu'on utilise dans les data centers. Tous ces chiffres, ils ont été extraits d'une analyse justement qu'on a fait avec Bouygues Bâtiment Industrie sur les 6 derniers mois, en prenant donc des data centers concrets et en comparant les données avec les données qu'on pourrait exploiter avec notre matériau. Et dernier élément, less is more, ça c'est quelque chose qui est important sur tous les volets, que ce soit le volet économique ou le volet carbone. La matière la plus décarbonée ou la matière la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc le fait d'être plus résistant mécaniquement que le béton armé, 7 fois plus résistant, on arrive à un gain matière de l'ordre de 50%, et c'est ça qui nous permet justement d'aller cocher toutes les cases. En conclusion, moi je pense vraiment que chaque période de l'histoire de la construction a été marquée par un matériau. Le 19e, ça a été l'âge du fer, le 20e, ça a été l'âge du béton, et le 21e siècle, ça sera l'ère du bois dans la construction. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Timothée, extraordinaire. Et je peux vous dire qu'on est allé visiter l'usine de Timothée qui est à Rosières, à côté de Troyes. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire on voit ces planches de bois, le même bois qui fait les boîtes de camembert, qu'il transforme. Et donc c'est absolument extraordinaire. Et à la fois, c'est simple en process. Et donc on se dit qu'il ne va pas y avoir un piège technologique derrière qui va finalement complexifier le dispositif. Alors, nous allons maintenant accueillir Rocío, qui est une architecte et urbaniste espagnole basée à Paris, qui est actuellement doctorante à l'école des ponts ParisTech sur le logement social. Donc elle est titulaire d'un bachelor et de 2 masters, l'un en architecture de l'Université Polytechnique de Madrid et l'autre en politique de l'écologie de Sciences Po à Paris. Elle a travaillé en tant qu'architecte à New York, Tokyo, Rotterdam et Paris. Et actuellement, elle enseigne à l'ENSA Paris-Est et fait partie du laboratoire LAT, Technologie, Territoire et Société, et a fondé en plus une petite compagnie de production, Docar. Rocío, c'est à toi. Bonjour à tous. On vient d'écouter beaucoup de projets révolutionnaires par rapport à cette transition écologique, cet avenir bas carbone. Moi, je viens à vous parler de quelque chose beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus invisible, l'entretien et la maintenance. Donc, les soins de l'architecture, c'est en même temps le titre de ma thèse doctorale. C'est aussi un projet de recherche que mène à la ville de Paris. Et c'est enfin le titre d'un film documentaire que je suis en train de produire. Donc, cette matinée était dédiée à les projets transformateurs pour un avenir bas carbone. C'est un sujet dont, dans la discipline de l'architecture, on discute depuis un moment, pas seulement sur comment construire mieux, ce qu'on vient de voir avec Bodo, mais aussi comment construire moins, non, less is more. Donc, par rapport à cette question, on a compris qu'il ne fallait pas seulement construire différemment, mais réduire cette quantité de construction, et c'est pour ça qu'on regarde de plus en plus sur les projets de transformation. Et celle-là, ça se matérialise de façon très précise. En 2021, quand on a donné le Pritzker Prize, donc le prix Nobel d'architecture, à une couple française, la Caton-Vassal, pour la transformation d'une tour HLM, celle qu'on voit ici dans l'écran. Donc normalement, on donne ce type de prix à des gens qui viennent de construire les nouveaux Guggenheim, un airport. Mais dans ces cas-là, on décide que c'est ce type de bâtiment qui va porter les plus grands lauréats d'architecture. Ce qui nous amène à un changement dans les paradigmes de la démolition à la transformation, ce qui n'est pas rien vis-à-vis d'un contexte français où on est le 10e pays de l'Union européenne qui a plus démoli des logements. Même si la transformation, c'est une très bonne idée, les coûts carbone d'une transformation lourde restent un petit peu moins forts que d'une nouvelle construction, mais restent quand même assez élevés. C'est une bonne solution pour un avenir bas carbone, mais ça ne peut pas être notre seule solution, ça ne peut pas être notre meilleure solution. Donc on a besoin de quelque chose de plus radical, et moi je propose de trouver cette radicalité dans quelque chose autant banal comme la réparation et la maintenance. Donc la maintenance comprise à la fois comme une maintenance curative de la réparation,
mais aussi comme une maintenance préventive dédiée à prévoir des futurs dommages. Comme j'ai raconté tout à l'heure, je viens de parler autant d'un projet de recherche que d'une thèse et que d'un film. Donc, ce projet de recherche, on le réalise avec des chercheurs de l'école de mines et de l'école de Paris-Pont. Il est financé par la ville de Paris en partenariat avec le bailleur Paris Habitat. Au sein de cette recherche, on est en train d'enquêter quelle est la place de la maintenance au sein de ces deux institutions, Ville de Paris et les bailleurs, et de retracer jusqu'à quel point une préoccupation pour la maintenance pourrait freiner l'innovation écologique dans le cadre des transformations des bâtiments. Donc on vient de voir deux choses avec des résultats préliminaires, qu'il n'y a pas une place claire de la maintenance dans les centres de ces deux institutions et qu'il n'y a pas un historique, ce qui nous empêche de savoir si on maintient mieux ou pire qu'il y a quelques années. Est-ce qu'on sait maintenir nos bâtiments mieux maintenant? Quelle est la relation entre la maintenance et la transformation dans le contexte de la transformation des logements? J'ai atterri ces questions dans le cadre de ma thèse, que je développe dans un endroit concret, entre Port de Poissonnier et Port de Pouchy, au nord de Paris, un développement urbain des années 50, réalisé avec, où 7 tours ont été réalisées par les mêmes architectes, gérées par les mêmes bailleurs, en suivant les mêmes systèmes constructifs, les mêmes principes architecturaux, on pourrait dire 7 fois la même tour. Malgré les similitudes de ces tours, ils ont vécu quand même une vie très différente. Certaines de ces tours ont été démolies, en concret 4, la tour Borel, la tour Montmoite, la tour de Clignancourt, tour Saint-Ouen, ont été démolies il y a quelques années. Certaines de ces autres tours, comme la tour 30 ou la tour Bois-les-Prêtres, qu'on vient de voir tout à l'heure avec la Caton Vassal, ont été transformées. En 2018, il ne restait que la tour de Poissonnier, sans aucune modification. Ils avaient déposé un permis de démolition, elle devait être démolie, mais finalement, les bailleurs ont décidé de la transformer et de faire un changement d'usage. Qu'est-ce qui a changé? Cette décision des bailleurs. Qu'est-ce qui a influencé cette décision? Pour étudier celle-là, je propose une analyse socio-technique autant des prises de décision politiques, des tendances des politiques publiques, qu'une analyse technique sur l'évolution, pas de la tour elle-même, mais de chacun de ces micro-dispositifs pour retracer à quel point la maintenance de chacun de ces dispositifs a pu influencer cette prise de décision. Donc on évalue la couche d'acoustique thermique, l'isolant thermique, les ascenseurs, les chauffages. Comme je disais tout à l'heure, cette thèse se complémente avec un film documentaire sur le même sujet, sur la tour de Poissonnier. Dans les films documentaires, ils suivent les gardiens, qui sont les seuls habitants d'aujourd'hui de cette tour. Ce qu'on essaye de faire avec ce film, c'est de raconter la même recherche depuis un point de vue différent, ce qui permet d'élargir la portée du projet, de sortir la recherche d'un contexte académique à des autres contextes. Ce film il est présenté à la Biennale de Venise, il est présenté au pavillon de l'Arsenal, mais il permet aussi de sortir la recherche et de la connecter avec des enjeux sociétals et aussi avec des mouvements politiques. Donc, notamment, à travers le médium film, on est connecté avec le mouvement House Europe, qui c'est un mouvement européen impulsé par les architectes La Caton Vassal, qui pousse pour la création des lois européennes qui facilitent la transformation. Donc, je vous invite à vous informer sur le mouvement, parce qu'on a besoin des signateurs en ce moment pour se passer l'initiative à la Commission européenne. Et je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup, Rocio. N'hésitez pas à poster vos questions sur le fil des discussions. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui sont arrivées. Nous allons maintenant accueillir Patricia Criffo. Alors, Patricia est une économiste française spécialisée en développement durable et finances vertes. Elle est professeure à l'école polytechnique et chercheuse au CREST. Elle dirige le Master Economics for Smart Cities and Climate Policy. Patricia est une figure influente dans la recherche sur la responsabilité sociale des entreprises et la croissance verte. Patricia. Bonjour à tous. Alors en fait, vous n'allez pas juste m'accueillir moi, mais vous allez m'accueillir moi et Joanne Trottin, que je vais inviter sur scène, en fait, qui est ma doctorante
au CREST, parce que je pense que c'était important et intéressant de mettre en avant ces travaux sur le sujet. Alors, on va faire un petit rewind. Tout à l'heure, Philippe m'a désigné comme l'économiste qui pourrait plus facilement répondre aux questions de découplage, même si je pense que Philippe, tu répondrais beaucoup mieux que moi, mais je vais en tout cas m'emparer du bâton que tu m'as lancé et revenir un petit peu en arrière. Alors, le point de vue de l'économiste sur les enjeux qu'on a vus, alors je ne sais pas si... Voilà, c'est ça. Le point de vue de l'économiste sur les enjeux qu'on aborde aujourd'hui, en fait, il est assez simple. C'est celui de expliquer et agir. Alors, expliquer, Philippe, on a déjà beaucoup parlé, et puis il y a eu beaucoup de présentations vraiment passionnantes là-dessus. Expliquer notre impact environnemental, l'impact environnemental de nos activités économiques, ça soulève cette épineuse question du découplage. Comment faire en sorte et comment comprendre que, effectivement, la poursuite du développement économique et de la croissance ne s'accompagne pas inéluctablement d'une baisse des émissions, bien au contraire. Et on sait que la révolution de l'intelligence artificielle va continuer à augmenter nos émissions si on n'agit pas. Donc, une fois qu'on a ce constat-là un petit peu pessimiste sur l'absence de découplage, on ne s'arrête pas là du tout. Bien au contraire, c'est là que commence l'analyse, c'est comment agir. Les économistes, en fait, vont avoir cette démarche qui est d'aller comprendre qui y a derrière les modèles. Il y a des ménages et des entreprises, donc il y a des décisions économiques à prendre, et que même si on a des solutions technologiques qui sont très avancées, les efforts de réduction des émissions, ils sont entrepris par des individus. Il va falloir les influencer pour améliorer les choses. Alors, l'analyse économique, elle nous dit qu'il y a plusieurs types d'outils. Il y a les instruments économiques un peu classiques, le prix du carbone, la taxe carbone, les quotas d'émissions, la création de nouveaux marchés, et puis les standards, les normes, les réglementations. Donc, on a toute une batterie d'instruments pour changer les comportements. Mais ce n'est pas toujours facile d'y arriver. Donc, il va falloir, dans un deuxième temps, si on s'aperçoit que ces instruments économiques-là ne marchent pas, ou marchent mal, ou se heurtent en fait à un certain nombre d'effets pervers ou de non-effets, il va falloir réfléchir aux facteurs comportementaux. C'est pour ça que j'ai invité aussi Joanne à être sur scène, parce qu'elle, sa thèse porte là-dessus, sur comprendre quels sont les comportements derrière et comment les influencer. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse sur les instruments économiques quand même. Je suis économiste, donc il faut quand même que je développe un petit peu ce point-là, mais parce qu'en fait, il y a une étude récente qui a été publiée en 2024 que je trouve vraiment passionnante, parce qu'elle est vraiment elle explique, elle permet de comprendre vraiment qu'est-ce qui anime les économistes, en fait, les économistes de l'environnement. Donc, sur ces questions-là, sur expliquer et agir pour découpler et décarboner. On a deux sujets majeurs, découpler l'énergie du PIB, mais aussi, évidemment, décarboner la production et la consommation. Donc, cette étude-là, donc c'est un collectif de chercheurs européens qui se sont intéressés à la combinaison de toutes les politiques publiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années à l'échelle de la planète pour réduire les émissions. Donc les marchés, les taxes, les subventions, les normes, les réglementations, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, mais est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ces politiques-là ont réussi à réduire ou pas les émissions? Parce qu'on peut mettre toute notre énergie là-dedans, tous nos efforts. Si ça ne marche pas, il faudrait peut-être changer la logique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré? Avec une méthode scientifique extrêmement rigoureuse, ils ont cherché à identifier les breakpoints, les points de bascule, à partir de quel moment, quels outils vont pouvoir conduire à une baisse des émissions. Alors, le graphique, il vous apparaît peut-être pas très clair parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs types de politiques, plusieurs secteurs. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est, prenons le cas de la Nouvelle-Zélande en haut à gauche, sur la méthode scientifique, ils ont été capables d'estimer la baisse des émissions qui est expliquée de manière causale, qui est vraiment causée par la combinaison d'instruments de politique publique, en calculant un contrefactuel, c'est-à-dire en calculant ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu tous ces outils-là. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de calculer dans tous les pays dans lesquels on a ces données disponibles, toutes les périodes et tous les types d'instruments de politique publique, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché.
Et il y a des cas que j'ai trouvé assez surprenants. Le Danemark, par exemple, on s'aperçoit que tout ce qu'ils ont mis en place n'a eu aucun impact sur les émissions de carbone de manière causale. Donc c'est un petit peu déprimant. Mais bonne nouvelle, par exemple, en France, il y a bien eu un impact des politiques publiques de décarbonation. Donc cette question, pour terminer sur la question du découplage, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps là-dessus, mais en fait, oui, dans certains pays, ça ne marche pas, dans d'autres, ça marche. Et ce qui compte, c'est de comprendre quelles sont les combinaisons d'outils, quelles sont les complémentarités. Il y a certains outils qui marchent bien ensemble. La taxe carbone en France, par exemple, ça a plutôt bien marché, en combinaison avec un certain nombre de normes, de réglementations, d'instruments de reporting, par exemple. En Allemagne, c'est pareil, dans certains secteurs. Alors, un petit point pour cette matinée chez Bouygues. Les secteurs dans lesquels ça a le mieux marché, c'est la construction. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ensuite, les transports. Donc ces deux grands principaux secteurs d'émissions, en fait, les politiques publiques, elles sont plutôt efficaces quand elles sont combinées, quand elles sont bien conçues et quand elles sont capables de produire des changements de comportement. Mais ce n'est pas toujours facile de produire ces changements. Je vais passer la parole à Joanne pour qu'elle nous explique concrètement qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand il s'agit de changer de mode de vie et de consommation et de production. Merci beaucoup Patricia. Alors effectivement, je suis en 2e année de thèse et en ce moment, je travaille sur justement les comportements et plus précisément, je travaille sur ce qu'on appelle le Green Gap, qui est le décalage entre les intentions et les comportements pro-environnementaux. Parce qu'en fait, ce qu'on constate en économie et en psychologie, c'est que même une fois que les gens sont convaincus, et on en parlait tout à l'heure, du fait de convaincre le citoyen d'adopter des innovations. En fait, une fois que la personne est convaincue et une fois que les intentions sont mises en place, c'est pas pour autant que le passage à l'action est évident et découle de soi de ce changement d'intention. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette question-là avec Patricia. Et alors la littérature psychologique a regroupé les 7, ce qu'on appelle dragons de l'inaction. Donc c'est vraiment les 7 barrières psychologiques qui vont empêcher le passage d'une intention à un comportement réel, et en particulier en ce qui concerne le climat. Alors je ne vais pas tous les détailler parce que ça prendrait du temps, mais je peux en citer certains. Il y a par exemple le biais des coûts qui ont déjà été mis en place. Donc le fait qu'on a le sentiment qu'on a déjà entrepris une action et que c'est très difficile de revenir en arrière parce que des coûts qui ont déjà été entrepris sont comptabilisés comme chose à prendre en compte pour une action future, alors qu'en fait, ils ont déjà été retranscrits. Il y a aussi des biais, par exemple, sur perception de l'efficacité, par exemple, d'une potentielle nouvelle technologie, ou une sous-quantification de l'impact de nos consommations et de nos comportements. Et alors, il y a plusieurs expériences en économie comportementale qui sont faites pour essayer de voir justement l'impact de l'information sur les comportements. Donc ici, on a des expériences qui ont été faites pour essayer d'élucider l'impact de justement la mauvaise perception des émissions de CO2 des consommateurs. Et ce qu'on constate, c'est que donner une information sur la consommation ou l'impact de la consommation en elle-même est finalement assez faible. Donc pour plusieurs raisons qui tiennent notamment à la question des normes sociales. Donc en fait, une fois qu'on a conscience de notre impact, ça ne veut pas forcément dire qu'on est encore une fois prêt à mettre en place des changements et à drastiquement en fait, changer son comportement. Un dernier résultat qui est intéressant, c'est que quand on est citoyen et quand on est consommateur, le comportement, il a 2 aspects. Donc il y a notre consommation et il y a aussi l'acceptabilité des politiques publiques, qui est aussi une barrière à la mise en place de certaines politiques et à des politiques peut-être plus radicales. Et donc il y a eu un sondage qui a été fait sur divers pays, l'OCDE, et qui a identifié 3 points qui permettent d'améliorer l'acceptabilité des politiques publiques. Ça va être l'efficacité. Donc globalement, les citoyens sont plus enclins à être d'accord avec la mise en place d'une politique publique pour le climat s'ils ont vraiment le sentiment que ça va avoir un impact réel sur le climat. L'équité, donc globalement les gens n'ont pas envie d'être le dindon de la farce et préfèrent accepter une politique publique s'ils ont le sentiment que ça ne va pas se faire seulement à leur détriment à eux. Et enfin l'intérêt matériel du répondant, donc le répondant sera moins enclin à accepter une politique publique s'il a le sentiment que ça le menace directement. Je laisse Patricia prendre le relais pour des exemples concrets. Alors, expliquer, agir en ayant conscience des freins à l'inaction, de l'écart entre l'intention et les actions.
concrètement, quand on veut observer la mise en place de Poétique et regarder si ça marche ou si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, ce qu'on a fait à École Polytechnique, c'est qu'on a fait un partenariat avec la ville de Paris, dans lequel, en fait, nos étudiants, les étudiants du Master Smart Cities, évaluent le plan climat de la ville de Paris. Le plan climat de la ville de Paris, c'est 500 mesures, un objectif extrêmement ambitieux de neutralité carbone, et tout un bouquet de politiques publiques pour la décarbonation, notamment les politiques de mobilité. Et j'ai une autre étudiante en thèse, Léa Bousleman, qui a soutenu il y a 2 ans, qui a travaillé sur une politique publique particulière de la ville de Paris, que vous connaissez tous, je pense, qui est la fermeture des voies sur berge. Alors à l'époque où elle a été adoptée, en 2016, ça a été extrêmement polémique, hein, beaucoup d'opposition, beaucoup de débats autour de l'impact réel de cette politique-là. Donc elle a vraiment regardé l'impact avant-après la fermeture des voies sur berge. Qu'est-ce qui s'est passé sur le trafic? L'objectif affiché par la ville de Paris, c'était de baisser les émissions. C'était pas tellement à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était pas tellement les aspects loisirs récréatifs, qui sont beaucoup plus mis en avant aujourd'hui, mais c'était vraiment l'impact sur la santé et la pollution. Donc elle a pris les données de trafic qui sont en open access et elle a fait exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur la question du contrefactuel, c'est-à-dire qu'il faut être capable, quand on veut analyser la causalité, ça c'est super important d'un point de vue scientifique, être capable d'identifier ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la politique, donc d'avoir un contrefactuel, une situation théorique fictive dans laquelle on calcule les émissions dans une ville équivalente à Paris, où il n'y a pas eu la fermeture des voies sur berge. Donc ce contrefactuel-là, nous, on ne l'a pas fait en fictif, on l'a fait en réel avec Léa. On a été regarder les données de trafic sur la meilleure substitution possible aux voies sur berge, qui était le boulevard périphérique. L'intérêt, c'est que la circulation a lieu dans les 2 sens, et donc on peut vraiment calculer ce qui est imputable à un effet de déviation, de report du trafic, de ce qui ne l'est pas, donc ce qui n'est pas influencé par la fermeture des voies sur berge. Donc on calcule ce contrefactuel. Il vous reste quelques secondes. Quelques secondes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaporation du trafic, il y a eu déplacement du trafic. Donc la politique, en fait, a contribué à déplacer les voitures, les bouchons et la pollution en périphérie sud de la ville de Paris. Et donc ça pose un vrai problème. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut une gouvernance de ces politiques publiques-là. Et il faut réfléchir à 2 aspects. La gouvernance, c'est-à-dire qui décide et à quelle échelle. Est-ce qu'on a des mesures de substitution? Et la question des inégalités, qui est un facteur indispensable. Les inégalités en matière environnementale et sociale, elles sont cumulatives. Et ça, c'est vraiment indispensable pour les politiques publiques. Et je terminerai juste dans la dernière seconde. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont les moyens de le faire. J'ai mis l'accent sur les politiques publiques. On a peu parlé des entreprises. On est dans une entreprise ici. Les entreprises, elles ont intérêt à faire ces politiques-là, à faire ces transformations-là d'elles-mêmes. Elles ont un gain en termes de compétitivité et d'avantages comparatifs très forts. J'ai estimé personnellement sur des données d'entreprises françaises, de la TPE jusqu'au grand groupe coté en bourse, un écart de performance de 13%, ce qui est quand même énorme, entre les entreprises qui le font et celles qui ne le font pas. Voilà. Merci beaucoup. Restez sur scène. Nous allons passer maintenant à une phase de questions-réponses qu'on va faire courte parce qu'on a un petit peu de retard. Mais j'invite les speakers de cette séquence Spotlight à venir nous rejoindre. Et on va prendre quelques questions. Alors, il y a déjà une question que je vois sur les réseaux de questions. Une question pour Timothée au sujet du feu. Alors Timothée, est-ce que ton dispositif résiste au feu? Alors oui, donc ce qu'on fait dans notre formulation, c'est que, donc formulation d'éléments de remplissage, donc de résine, on a des retardateurs de flamme, on a un process de céramification qui fait que le bois... On avait préparé la question. Le bois s'auto-éteint, comme vous pouvez le voir, et donc du coup, il n'y a pas de propagation de feu sur un bâtiment qui intégrerait ça en structure ou en façade. Merci beaucoup. Deuxième question sur les sciences sociales. Donc, ne pensez-vous pas que les sciences sociales sont trop largement sous-évaluées quand on parle de lutte contre le dérèglement climatique ? J'espère vous avoir démontré l'importance des sciences économiques et sociales et la pertinence surtout. Donc oui, hein, il faut plus d'économistes, il faut plus de chercheurs dans nos disciplines parce que voilà, il faut agir en fait. Et dans l'action, on est là pour tester les solutions et les comportements. Alors à nouveau une question pour Woudou. Le matériau Woudou est-il neutre pour les ondes radio ? Je pense que oui, non ?
Oui. C'est pas une cage de Faraday, cette affaire. Ni de Wi-Fi, ni de radio dans les bâtiments en Voodoo, mais on n'a pas vraiment de données scientifiques dessus. On n'a pas testé la propagation du Wi-Fi à travers, mais en tout cas, les preneurs qui ont une façade en Voodoo, pour l'instant, ne se plaignent pas, mais on va creuser le sujet. C'est une très bonne question. Et donc, du coup, on va peut-être prendre la question sur d'où provient le peuplier. Là. Pourquoi tu es à Rosières, à côté de Troyes? Alors, le peuplier, il y en a 1,4 million de mètres cubes par an en France d'exploitables. Nous, vous voyez qu'on est au même prix que le béton armé à 10 000 mètres cubes. Donc, on a quand même un peu de marge avant d'épuiser les stocks de peupliers français. Et on a des fournisseurs locaux, puisque l'Aube est une grande densité, présente une grande densité de peupliers. Donc, tout le peuplier qu'on utilise est à 20 km de notre site de production. Donc, on est vraiment dans de la production hyper locale. Et le recyclage? Le recyclage, pareil, on est sur du recyclage mécanique aujourd'hui et on travaille sur la réutilisation de nos éléments structuraux, donc avec des systèmes d'assemblage qu'on peut, un peu sur le modèle de l'architecture japonaise, facilement enlever et réassembler. Alors peut-être une question, la question suivante. Quelles sont les approches utilisées pour évaluer l'impact en termes de biodiversité des solutions proposées par Bouygues Construction? Peut-être... En effet, nos approches, elles sont du coup liées déjà à des choses qui sont déjà totalement en place dans l'ensemble des filiales. Ce n'est pas uniquement Bouygues Construction dans la démarche qu'on a présentée, c'est vraiment toutes les filiales. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait déjà des méthodologies vraiment éprouvées pour faire des études d'impact. Déjà avant une phase travaux, en fait, il faut faire comprendre en fait comment est le sol aujourd'hui, faire un état des lieux de la situation actuelle, pour pouvoir, après, pendant la phase chantier, pouvoir préserver la qualité du sol. Il y a tout un travail sur la cinématique des chantiers pour pouvoir du coup s'assurer que post-terminaison du chantier, pouvoir du coup retrouver une biodiversité, une qualité du sol. Et du coup, tout ça, c'est des choses qu'on implémente petit à petit dans nos réflexions. Et il y a du coup, comme je disais, déjà des méthodologies en place, notamment chez Bouygues Immobilier, pour évaluer l'impact du coup sur la biodiversité des quartiers qui développent, et notamment au travers du label Biodiversity, sur lequel du coup on est très impliqué et où on cherche vraiment à l'intégrer davantage dans l'ensemble des projets immobiliers, des projets qu'on construit, voilà, à travers du coup l'ensemble de nos approches dans le groupe. Donc peut-être maintenant, je vois que là, il y a une question sur les data centers de 150 MW. Donc il y a un client dans la salle, là, Timothée. Parlons-en après la représentation. Ouais. La rénovation des tours des années 50 ne constitue-t-elle pas un renoncement à la qualité de vie? Petites fenêtres, pas de balcon, découpage, des pièces d'un autre temps. Ça, c'est pour Rotio. Oui, en fait, il y a 3,5 millions de personnes en liste d'attente pour le logement social. Donc, je pense qu'on peut commencer par les donner accès au logement social et après poser ce type de questions. Et peut-être une dernière question. Question pour X. Pensez-vous à d'autres villes pour analyser les politiques de décarbonation des mobilités? Oui, on est en train de travailler avec New York, par exemple, Columbia. On a un projet ensemble. Donc, la difficulté, c'est d'avoir des données comparables, c'est d'avoir des politiques comparables, puis des gens qui sont capables de s'impliquer, de mettre toute leur force sur ce sujet-là. Mais oui, ça, c'est un sujet super important de pouvoir travailler ensemble avec d'autres villes. Merci beaucoup à vous tous. On va maintenant passer à notre dernière séquence de la matinée. Et je suis ravi d'accueillir Thierry Coulon. Alors, hier soir, Thierry Coulon me disait « J'ai passé une semaine où on a parlé beaucoup d'IA. Ça me fait plaisir de parler d'autre chose que d'intelligence artificielle. » Donc Thierry Coulon est le président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. Sous sa direction, l'Institut Polytechnique de Paris a continué de renforcer son engagement pour la transition écologique, notamment à travers le centre interdisciplinaire Energy for Climate dont on a parlé ce matin, mais également de M4S, Material for Society par exemple. De plus, l'intégration récente de l'École nationale des ponts et chaussées dans l'IP Paris renforce la capacité finalement de recherche sur les transitions écologiques et énergétiques. Je vous invite à venir, à entendre, à écouter les réflexions de Thierry sur le sujet. Merci beaucoup Christophe.
J'ai vu que cette matinée de l'innovation était extrêmement concrète, précise, intéressante. Je vais peut-être un peu dézoomer pour aller rapidement sur l'institutionnel, mais en faisant quelques remarques brèves. Si j'ai bien compris, l'édition précédente de cette matinée d'innovation était faite avec un partenaire académique qui s'appelle le MIT, c'est ça? Bon, ça nous va bien. Ça nous va bien de jouer dans la même catégorie, à défaut d'être encore absolument au même niveau sur tous les compartiments du jeu. Donc merci beaucoup Christophe, et merci beaucoup et Marie-Luce et tout le staff de Bouygues qui a organisé cette matinée. Effectivement, l'Institut Polytechnique de Paris, c'est 6 écoles désormais. La présence de Rocio Calzado-Lopez incarne le fait que le NPC est membre d'IP Paris. Donc je vous rappelle le jeu à partir de l'école polytechnique, de l'ENSTA, de l'ENSAE, de Télécom Paris, de Télécom Sud Paris et de l'École nationale des ponts et chaussées. 6 histoires très ancrées dans la fin du XVIIIe siècle français jusqu'au début du XXe siècle, faire une institution internationale ancrée dans le XXIe siècle. Donc un institut de sciences et technologies de niveau mondial. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on est structuré en disciplines. Classiquement, on enseigne des disciplines. On a des labos qui sont avec le CNRS, Akinria, etc., qui sont disciplinaires. Il faut dépasser ça. Dépasser ça en prenant de grands enjeux. Et il a été question d'un de ces enjeux ce matin. Il a été question la semaine dernière d'un autre grand enjeu qui est l'intelligence artificielle. On a aussi un centre interdisciplinaire sur la défense et la sécurité. On ne se refait pas, on a 2 écoles qui sont sous tutelle ministère des Armées, un autre sur l'ingénierie pour la santé, un autre sur les matériaux pour la société, sur les industries culturelles et créatives, et le petit dernier est sur la mer et les mers et l'océan, puisque l'élargissement de notre périmètre, c'est aussi la fusion d'ENSTA Paris avec ENSTA Bretagne, et donc on a un accès à la mer et on compte bien s'en servir, parce que évidemment toutes les grandes questions d'ingénierie maritime, qu'il s'agisse de souveraineté, qu'il s'agisse d'écologie, qu'il s'agisse d'énergie, vont être fondamentales dans les années qui viennent. Donc avec ces centres interdisciplinaires, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de traiter de manière interdisciplinaire, et l'interdisciplinarité illustrée tout à l'heure par la réponse de Patricia, effectivement, interdisciplinarité, ingénierie, sciences dures, mais aussi SHS, parce qu'on assiste à une mixité de ces disciplines comme on ne l'a jamais vu. Alors, chez nous, les SHS, je vous rassure, c'est des SHS assez quantitatives et assez précises et assez tournées vers les enjeux économiques et les enjeux de société, mais c'est extrêmement important. Donc avec ces centres interdisciplinaires, où le mot important est en particulier interdisciplinaire, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur notre socle de recherche fondamentale, on repère ces grands défis sociétaux et on fait atterrir des fonds privés et des fonds publics. Christophe, j'ai quand même encore parlé un peu d'intelligence artificielle, je suis sur la lancée. Une autre belle histoire que celle de I4C, c'est celle de iParis. iParis, on l'a fondé donc sur l'intelligence artificielle avec HEC et le CNRS. Et on a été soutenu par 7 grandes entreprises françaises à des niveaux qui sont relativement, évidemment, qui font sourire à l'international, mais qui, dans l'univers français, sont assez impressionnants. Et la belle histoire, c'est qu'on a ensuite été soutenu par l'État et le projet IA Cluster, l'appel à projet IA Cluster à hauteur de 70 millions d'euros sur 5 ans, ce qui nous donne à la fois un potentiel pour développer la chose et puis à la fois une responsabilité très forte. Donc ça, si vous voulez, ce sont avec I4C, c'est les 2 fers de lance. Et puis les autres, j'espère, croîtront avec la même intensité. Et vous avez vu, j'imagine, la semaine dernière, on a eu cette responsabilité imminente de faire le lever de rideau de l'AI Action Summit et d'organiser 2 journées scientifiques à IP Paris où on a eu le gratin mondial sans la moindre difficulté. Alors ça, on s'y attendait un petit peu. Évidemment, avec le souffle de l'AI Action Summit, ce n'était pas trop difficile. Mais un peu plus surprenant, tout le milieu
tout le milieu institutionnel, enfin académique français, loin de se quereller, pour une fois, était très bien aligné. L'IR-CNRS, INRIA, CEA, les autres IA clusters, pas de jalousie, tout le monde était là. Et au fond, la clé de ça, c'est sans doute le fait que tout le monde a bien compris que l'IA, c'est une question qui concerne le monde académique, certes, mais enfin les entreprises, la vie quotidienne des Français, enfin c'est un enjeu global. Là, ce matin, vous avez aussi parlé d'un enjeu global, donc on a l'impression qu'on tient une bonne recette, et évidemment, une partie de cette recette, c'est le lien avec les entreprises. Un mot pour dire que, évidemment, ce qui distingue une grande université internationale, c'est la recherche et l'innovation, mais qu'on n'oublie pas l'enjeu de formation. Il est essentiel pour vous, les entreprises, évidemment. Il est essentiel pour nous. Notre trésor, ce sont les étudiants. C'est la qualité incroyable de nos étudiants dont vous avez eu une idée ce matin et que pas mal d'universités internationales nous envient. Pour terminer, les deux drivers, à la fois les deux leviers de réussite et de succès, et les deux drivers, les deux signes de réussite ou d'échec, pour moi, c'est 1, l'international, 2, les entreprises. Et donc, on partage avec Bouygues, avec d'autres grandes entreprises françaises, un certain nombre de valeurs. Je pense qu'on est les uns et les autres attachés à une forme de souveraineté française et européenne et à un regard vers l'international, parce que l'international, c'est aussi vos marchés. On partage une vision optimiste sur le potentiel d'innovation scientifique et technologique. On n'est pas techno-solutionniste, on sait que les usages ont de l'importance aussi, mais enfin, on reste rationaliste et, disons, prométhéen. On sait très bien qu'il y a des opportunités économiques à saisir, par exemple dans le champ de la transition énergétique, et on est là pour aider à les saisir. Bref, on n'a pas fini de se parler. Moi, je suis frappé par une caractéristique propre de Bouygues, c'est que vous êtes, si j'ose dire, dans notre langage, un groupe multidisciplinaire. Ça nous plaît bien. Donc, continuons à nous connaître et continuons à interagir sur des sujets concrets, comme ça a été le cas ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry pour cette intervention. Donc, on va maintenant clôturer cette matinée qui a mis finalement en évidence le rôle de l'innovation pour relever les défis. On a vu des industriels, des experts, des académiques, des pistes concrètes à passer à l'échelle finalement. Et donc c'est ça véritablement notre enjeu maintenant aujourd'hui pour cet avenir bas carbone. Donc il y a, je pense, lieu d'être optimiste, et donc je pense que la première keynote de Jérôme nous montrait bien le sens de l'optimisme qu'on peut avoir, que je partage d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous maintenant pour le 15 mai, qui est la date de notre prochaine matinée de l'innovation, qui aura lieu à nouveau ici. Et on vous attend maintenant pour le cocktail à l'extérieur. Bonne matinée.